Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Bon réveil matinal à toutes et à tous. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham. Vous nous suivez sur Solo Media Africa 7 90.7, mais également sur TNT et via YouTube. Bon réveil matinal. Tout de suite, les titres de ce journal. Plusieurs morts, plusieurs blessés, un bilan de 7 morts selon le dernier décompte et des blessés graves. C'est le bilan d'un terrible accident qui s'est produit ce mercredi à Farafenni sur la Transgambienne. La collision d'une rare violence implique un Cherou Charifou, comme on l'appelle, et un bus en provenance de Dakar. Selon les éléments de réponse d'un expert en sécurité routière, il est urgent de prendre des mesures pour stopper l'hécatombe sur nos routes. L'actualité, c'est également le Sénégal qui a perdu ce mercredi l'une de ses plus éminentes figures intellectuelles et institutionnelles. Il s'agit du professeur Seydou Madanissi, ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien ministre, ancien médiateur de la République et ancien membre de la CNRI. Il s'est éteint hier, laissant derrière lui un héritage immense au plan académique, politique et scientifique. Nous parlons également du président de la République qui va effectuer une visite officielle au Koweït du 12 au 14 janvier. Pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale est lui en Mauritanie et le Premier ministre mauritanien vient au Sénégal. Des séries de rencontres au plan diplomatique qui rehaussent l'image du Sénégal à l'étranger. Nous parlons aussi de l'actualité hors de nos frontières. Le journal de la CAN servira de page des sports avec nos envoyés spéciaux au Maroc, à Tanger plus exactement. Le développement de tout ceci, c'est dans un instant. Bienvenue, l'actualité sur Solo Media Africa 7 avec tout d'abord l'insécurité routière, un terrible accident qui s'est produit ce mercredi à Farafenni sur la Transgambienne. La collision d'une rare violence a impliqué un minicar, encore communément appelé Cherou Charifou, et un bus en provenance de Dakar, capitale du Sénégal. Le bilan est lourd, plus de 7 morts provisoirement et 7 blessés graves, nous dit Khalifa Fall. De transport, Cherou Charifou, en provenance de Kolda, est entré en collision avec un bus en provenance de Dakar. Le choc d'une violence inouïe sur la Transgambienne a fait un bilan provisoire d'une dizaine de morts et de plusieurs blessés, dont certains dans un état critique. Les corps sans vie ont été acheminés vers la morgue de l'hôpital de Farafenni. Les services de secours et les forces de sécurité se sont vite déployés sur le lieu. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes exactes de cet accident qui relance une fois de plus la question de la sécurité routière sur les axes interurbains. La question des 22 mesures prises par l'ancien régime reste toujours d'actualité. Beaucoup de questions se posent sur la multiplication des accidents au Sénégal. Cette fois-ci, y aura-t-il des promesses venant de l'État du Sénégal? La question mérite d'être posée. Zéro tolérance et surtout il faut une solution urgente face à ces accidents de la circulation. C'est en tout cas ce qu'estime un expert en sécurité. Selon Mokhtar Diaw, il faut essayer de comprendre les causes de ces accidents à répétition et trouver des solutions, et des solutions pas seulement ponctuelles mais structurelles également. Mokhtar Diaw, il est ici au micro de Baye Ndongo Fall.
c'est-à-dire Toyota IH et des voitures japonaises similaires. C'est des munis de direction assistée de 15 places qu'on a modifiés pour en faire 19. Donc, c'est des véhicules très rapides qui peuvent aller jusqu'à 160 km à l'heure. Donc, c'est des véhicules qui n'ont pas été plombés, que le gouvernement devait plomber. C'est des véhicules qu'on a commandés pour le remplacement des 7 places qui faisaient le transport interurbain. Donc, c'est des véhicules dangereux dans la mesure où ça a été modifié. Ils ont mis un porte-bagages en haut et ils ont mis plus de sièges que d'origine. Et là, ils ont mis des pneus de 195 au lieu des pneus de 205. Donc, c'est des véhicules, en cas d'excès de vitesse, il y a un risque de perte de contrôle. Surtout avec les intempéries. Actuellement, il y a le brouillard, il y a l'humidité, le manque de visibilité, combiné avec l'excès de vitesse. Donc, il y a un risque de perte de contrôle du véhicule. Parce que c'est une chaussée glissante avec le brouillard. Et puis, ces Toyota sont munis de portes coulissantes des deux côtés. Ces portes-là, en cas d'accident, ces portes s'ouvrent automatiquement. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, prendre des mesures afin de limiter les accidents graves. Et puis nous restons sur la circulation avec un accident sur la route nationale numéro 2 à hauteur du village de Kerbiran, c'est dans la commune de Richard-Toll. Cet accident a fait un mort et une personne grièvement blessée. L'accident implique un bus de transport en commun et une moto Jakarta. L'ancien ministre de la Justice Ismaël Madior Fall et l'ancienne ministre Sophie Aïssatou Gladima, ex-ministre des Mines et de la Géologie, seront renvoyés devant la juridiction de jugement. Selon des informations de nos confrères de Sénéweb, la commission d'instruction sous la houlette du premier président de la Cour d'appel de Dakar, Abdoulaye Ba, a ainsi réglé définitivement leur dossier dans le cadre de la reddition des comptes. Aïssatou Sophie Gladima a été mise en accusation dans le cadre du fonds Force Covid-19 pour détournement de deniers publics, tandis que Ismaël Madior Fall est lui poursuivi pour corruption et pratiques assimilées. Je vous le disais en titre, le Sénégal a perdu ce mercredi à Dakar l'une de ses plus éminentes figures intellectuelles et institutionnelles. Il s'agit du professeur Seydou Madanessi, ancien recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ancien ministre, ancien médiateur de la République, qui a également été membre de la CNRI. Il s'est éteint ce mercredi, laissant derrière lui un héritage académique, politique et scientifique immense. Né le 16 novembre 1933 à Dakar, Seydou Madanessi a incarné l'excellence universitaire sénégalaise dès les premières décennies de l'indépendance. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a salué la mémoire de celui qui fut un grand serviteur de l'État. Le président de la République, justement, va effectuer une visite officielle au Koweït du 12 au 14 janvier. Le chef de l'État se rendra aussi aux Émirats arabes unis le 15 janvier pour prendre part à la semaine de la durabilité d'Abu Dhabi, une plateforme mondiale majeure pour aborder les défis de la durabilité, réunissant leaders, entreprises et innovateurs pour accélérer la transition écologique et énergétique et des solutions durables. L'édition 2026 est prévue du 11 au 17 janvier prochain. Ouverture à Saly de l'atelier résidentiel de validation du plan de travail annuel PTA 2026. Le département des transports terrestres et aériens se positionne comme fer de lance de l'agenda national de transformation impulsé par le tandem Diomaye Sonko. Le ministre Yankoba Diémé se félicite des performances du secteur des transports en 2025. Ces propos sont ici recueillis par Khalifa Babacar Fall. Suite à la directive du 1er décembre du Premier ministre Ousmane Sonko, qui nous demande de faire ce travail en parfait alignement avec ce que l'Assemblée nationale a voté comme budget dans le cadre de la LFI. Mais c'est l'occasion, dans le cadre des règles et des impératifs de gestion de la chose publique, le cadre est l'occasion donc de faire l'évaluation de ce que nous avons pu faire en 2025, d'élaborer avec lucidité l'ensemble des contraintes qui ont pu tirer vers le bas les chiffres de 2025 qui sont déjà glorieux, mais aussi et surtout de planifier l'action publique pour 2025 à travers ce plan de travail
travail annuel. Et c'est aussi le moment de féliciter et d'encourager l'ensemble des acteurs qui ont, de près ou de loin, contribué à ce succès de 2025 du ministère des Transports terrestres et aériens. À la fin de ces travaux, j'ai grand espoir qu'un grand bond en avant sera encore réalisé, puisque 2025 a été marqué particulièrement par une année d'état des lieux, une année de constat, mais une année d'un nouveau point de départ. Une année avec toutes ces difficultés connues, mais le MITA, malgré tout, a pu relancer, a pu réaliser des bonds extraordinaires, que ce soit dans l'aérien, avec l'obtention des différents certificats, que ce soit les engagements que nous avons projetés pour la compagnie nationale qui est encore dans la zone de turbulence, mais que ce soit aussi dans le domaine routier, avec la digitalisation des services de la Direction générale des transports terrestres, mais aussi la projection, pour ne pas déjà dire, la réussite de la phase test des systèmes intelligents de transport, notamment de la vidéoverbalisation, mais que ce soit aussi dans le cadre de la révision des normes, qu'elles soient législatives en perspective, mais réglementaires pour ce qui est déjà prise et qui sera aussi présenté aujourd'hui. Voilà donc pour ce qui concerne l'ouverture de l'atelier résidentiel de validation du plan de travail annuel PTA 2026 avec le ministre des Transports terrestres et aériens. Insécurité et bradage foncier au Technopole. Le ministre de l'Environnement, Abdourahmane Diouf, tire la sonnette d'alarme sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité du site, considéré comme le seul poumon vert de la capitale sénégalaise Dakar. À l'issue d'une visite de terrain au pas de charge, il a appelé à une gestion inclusive et concertée du Technopole. Abdourahmane Diouf au micro de Mamsor Nadramé. Ne comprennent pas les enjeux stratégiques qu'il y a ici et surtout ne voient pas la beauté que ces sites recouvrent. Donc il est extrêmement important que je vienne ici en tant qu'autorité de l'État pour mesurer tous ces enjeux. Il y a la beauté des paysages, il y a la grandeur de la superficie, il y a tout le potentiel de ce que l'État peut faire, mais il y a aussi des problèmes. Et nous nous sommes assis avec les acteurs pour essayer de décrypter ces problèmes et arriver à des solutions consensuelles qui nous permettent de les régler définitivement. Naturellement, il y a un petit problème de conservation qui est de la responsabilité de l'État, parce que si on est à 28 agents par rapport à une superficie aussi importante et par rapport à toutes ces potentialités économiques et écologiques, cela veut dire que l'État doit faire un effort supplémentaire pour augmenter les effectifs pour une meilleure gestion de l'espace. Ça, c'est l'un des problèmes. L'autre problème, c'est qu'il y a une activité économique qui n'est pas très bien encadrée entre la réserve naturelle des Niayes, donc Technopole, l'État du Sénégal à travers le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique et les maires des différentes communes qui sont concernées, ici en l'occurrence la mairie de Golfe Sud. Il y a un problème juridique qui s'y ajoute parce que l'État a déclassé la zone en annulant des baux à partir de 2019 autour du potentiel économique, environnemental, écologique, même social. Il y a des enjeux économiques qu'il faudrait extirper et c'est notre responsabilité en tant que ministre de le faire. Donc ce que nous avons fait, c'est d'abord reconnaître l'importance stratégique du comité de gestion qui est mis en place, comprennent à travers cette visite qu'il y a beaucoup d'enjeux et nous aimerions, parce que si le comité de gestion fait très bien son travail, et je n'ai pas de doute là-dessus, il peut arriver que le ministre même ou l'État central n'intervienne pas. En bref, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, en visite à Nouakchott en Mauritanie. Il a été reçu en audience ce mercredi par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. El Malick Ndiaye effectue depuis ce mardi une visite officielle en République islamique de Mauritanie et sur invitation de son homologue Mohamed Bamba Meguet. Le premier ministre de la République islamique de Mauritanie, justement, lui, Mortar Ould Ndiaye, va effectuer une visite officielle au Sénégal à compter de ce jour, donc du 8 au 9 janvier 2026. Il s'agit de son premier déplacement officiel à Dakar depuis sa nomination en août 2024. Une visite hautement symbolique qui illustre la solidité et la vitalité des relations entre les deux pays voisins. Récemment, le Premier ministre sénégalais s'était rendu en Mauritanie. Ouverture à Sali, ou plutôt insécurité sur les voies aujourd'hui à Dakar et un peu même partout, avec ces violences liées au phénomène Simol. Le gouvernement, ou le gouverneur plutôt de Dakar, annonce des mesures fortes pour renforcer la sécurité et protéger le public contre ces agressions graves. Simol, il s'agit de plusieurs personnes qui, ensemble, font un parcours et pratiquement dégagent tout sur leur passage. Il insiste sur l'importance d'une action concertée avec toute l'administration pour enrayer ces dérives. Le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, au micro de Baye Nongofal.
Les décisions ci-après ont été arrêtées et vont s'imposer à tous. Le premier des principes, je l'ai dit à l'entame de la réunion, c'est que la sécurité des personnes et des biens est une priorité absolue et non négociable. Premièrement, nous allons veiller à renforcer le contrôle des entrées avec l'interdiction formelle de l'introduction d'alcool ou d'objets dangereux ou assimilés. D'aucuns en ont parlé dans leur prise de parole. Deuxième mesure, elle concernera la mise en place d'un dispositif de sécurité gradué, visible et mobile sous la coordination des forces de sécurité. La troisième mesure portera sur le déploiement obligatoire d'un dispositif de secours et d'intervention d'urgence en rapport avec les sapeurs-pompiers. Et pour le suivi de toutes ces décisions que je viens d'annoncer, il y aura un dispositif de suivi qui sera mis en place sous l'autorité de M. le préfet du département de Pikine, ou j'allais dire du préfet compétent, si par ailleurs il y a des combats de lutte qui se déroulent dans d'autres départements. Et ce comité, à la tête duquel se trouve le préfet, va procéder à une évaluation systématique après chaque combat, surtout pour identifier les failles, faiblesses et insuffisances, afin de les rectifier. Voilà, donc en bref, pour boucler, nous parlons de cette marche pacifique. Aujourd'hui, des habitants de Nebataba Mandingue, c'était donc ce mercredi hier, ils dénoncent l'absence d'infrastructures sociales de base dans ce village de la commune de Tankanto-Escale, dans le département de Kolda. Arborant des brassards rouges, les manifestants ont fait savoir que leur localité n'a pas accès ni à l'électricité ni à l'eau potable. Le forage, le seul qui est, n'étant plus fonctionnel depuis déjà des années. À 7h, passé de 17 minutes, la page internationale. Actualité internationale. Tout d'abord avec le président des USA, Donald Trump, qui a lancé ce mercredi une nouvelle charge contre la diplomatie climatique ordonnant le retrait des États-Unis d'un traité et du comité scientifique de référence sur le climat, organisation parmi des dizaines identifiées comme ne servant plus les intérêts américains. Un décret signé par le président US ordonne au total le retrait des États-Unis de 66 organisations, dont environ une moitié liées à l'ONU. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche. Visait également l'Agence de l'ONU pour le commerce et le développement, le CNUSED, dont la patronne Rebecca Greenspan est candidate pour succéder à Antonio Guterres comme secrétaire général de l'ONU. Ces retraits viennent s'ajouter à ceux de l'accord de Paris sur le climat et de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et que les États-Unis avaient réintégré sous la présidence de Joe Biden. Donald Trump a en outre claqué la porte de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Nous restons avec les USA qui ont annoncé ce mercredi la saisie de 2 pétroliers sanctionnés liés au Venezuela. C'était lors d'opérations consécutives dans l'Atlantique Nord et dans les Caraïbes. Le navire saisi au large de l'Islande bat pavillon suisse. 7h18, tout de suite, la une des quotidiens que nous sommes parvenus. Africa 7, la revue de presse. D'abord, avec la une de Solo Quotidien qui revient sur la fonction publique. L'État généralise l'indemnité de logement pour tous ses agents à 100 000 francs CFA pour tous les agents fonctionnaires de l'État qui seront ajoutés en guise d'indemnité de logement. Le décret a signé